Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une fois de plus une des actions à dividendes pour PEA que je détiens donc dans mon PEA et sur laquelle j'ai investi parce que je suis tout simplement convaincu que c'est une des 25 meilleures actions à dividendes pour PEA qui fait donc partie de ma liste, de ma watchlist que je surveille tous les mois et qui me sert donc à te faire des vidéos pour te dire quelles sont les meilleures actions à vendre et à acheter chaque mois. Aujourd'hui, je ne te conseille ni de la vendre ni de l'acheter en particulier ce mois-ci. Je te fais simplement une description, une analyse détaillée et fondamentale de l'entreprise pour te montrer que d'après moi, l'entreprise est intéressante cette entreprise est intéressante sur le long terme et donc c'est intéressant d'investir dessus sur le long terme. Mais ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui le meilleur moment pour l'acheter. On en parlera peut-être un petit peu juste après, mais on va se concentrer sur l'analyse fondamentale de l'entreprise en commençant par un petit descriptif Wikipédia comme d'habitude. Alors, Ipsen est un groupe biopharmaceutique basé en France, spécialisé dans les soins spécialisés. La société exerce ses activités à l'échelle mondiale dans deux secteurs, les soins spécialisés et la santé grand public. Dans le segment des soins spécialisés, la société se concentre sur divers domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les neurosciences et les maladies rares. Son portefeuille d'oncologie comprend 4 noms de médicaments que je n'ai pas envie de te lire. Son portefeuille de neurosciences comprend 10 sports et des maladies rares. Les produits clés sont des médicaments au nom compliqué. Son portefeuille de soins primaires comprend Smecta, Forlax, Fortrans et encore d'autres médicaments que je ne connais pas. Enfin, je connais Smecta malheureusement, mais je ne connais pas les autres. En oncologie, Ipsen se concentre sur un certain nombre de domaines pathologiques, notamment les tumeurs neuroendocrines, le caricorne rénal, le carcinome hépatocellulaire et le cancer du pancréas. En outre, la société est spécialisée dans la recherche sur les neurotoxines et exploite 3 centres de recherche et de développement situés en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour faire simple, c'est un groupe biopharmaceutique diversifié sur différents secteurs, différents types de soins, différents types de médicaments. Donc, groupe pharmaceutique, on va dire Ipsen, c'est un petit peu un concurrent, si on peut dire ça comme ça, de Sanofi, tout simplement. Et je vais aujourd'hui te parler de Ipsen et je te parlerai de Sanofi dans une petite semaine à peu près parce qu'elle fait aussi partie de mon portefeuille. Ipsen, au niveau des 4 dernières années, on a eu une augmentation du chiffre d'affaires de 13% par an en moyenne, ce qui est très bien. C'est une très belle augmentation, 13% par an, et donc pas 13% sur 4 ans, hein, 13% par an en moyenne sur les 4 dernières années. C'est une très très belle augmentation. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que le résultat net n'a pas augmenté de 13% par an, ce qui serait déjà énorme, mais il a augmenté de 34% par an. Et là, c'est totalement délirant. Ça veut dire que tout simplement, en 3 ans, sur les 4 dernières années, rien qu'en 3 ans, le résultat net a doublé. Voilà, par rapport à 3 années avant, c'est impressionnant, une telle augmentation. Quand on est sur des petites entreprises, petites entre parenthèses, mais petites entreprises tout de même comme Ipsen, tu vas le voir quand on va parler tout à l'heure du total des actifs, c'est tout à fait possible et tout à fait logique et normal qu'il y ait de fortes augmentations comparément à une grosse entreprise comme Sanofi. Cependant, 34% d'augmentation du résultat net par an sur 4 ans, c'est monstrueux quand même. Ensuite, au niveau de la marge nette, on a 23% de marge nette. D'un côté, le secteur pharmaceutique, les médicaments, ça me fait halluciner déjà que ça soit pas d'utilité publique, mais bon, c'est parce que j'ai une mentalité de français, donc c'est normal. Enfin, sur ce point-là, en tout cas, pas sur les impôts, je vous rassure. Mais en tout cas, 23% de marge nette. Donc vraiment ce qui reste dans les caisses de l'entreprise sur des médicaments, j'ai un petit peu de mal avec ça en tant que consommateur, même si je consomme très peu de médicaments, mais disons en tant que citoyen qui peut avoir besoin d'avoir recours à des médicaments, le fait que les labos prennent 23%, ça me fait un peu chier. Mais d'un autre côté, j'ai investi dessus et vu la croissance du cours de l'action, du dividende, etc., je vais bien me gaver les prochaines années grâce à ce type d'entreprise pharmaceutique qui exploite ce marché avec des éthiques discutables. Mais comme j'en parlais avant-hier sur mon analyse d'Air Liquide, l'entreprise Air Liquide qui respecte tous les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc on va dire l'éthique,
l'écologie, etc. Je ne m'occupe pas des critères éthiques, des critères d'écologie ou quoi que ce soit dans mes investissements. En l'occurrence, Air Liquide est très éthique, a une très belle politique de développement durable, etc. Mais je m'en tape si ce n'est que du coup aller dans des fonds d'investissement ESG, ce qui est une bonne chose. Ipsen, du coup, c'est une éthique un petit peu qui me plaît moins, mais d'un autre côté, ils prennent des grosses marges, mais ils développent de nouveaux médicaments contre des maladies, etc. Donc je pense qu'au final, même si j'ai pas mon avis à donner dessus, je le donne, tant pis. Voilà, c'est une bonne chose pour une mauvaise. Je sais plus comment on dit ça, mais en gros, c'est voilà, c'est il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut qu'ils fassent des grosses marges pour investir en recherche et développement. Cependant, là, quand on parle de marge nette, c'est après les investissements en recherche et développement, donc c'est vraiment qu'il leur reste 23% dans leur poche. C'est un petit peu beaucoup, ça me fait un petit peu, voilà, je suis un petit peu mitigé là-dessus, mais en tant qu'investisseur, je te conseille en tout cas de ne pas être impacté, de ne pas impacter tes décisions par rapport de ne pas adapter tes décisions par rapport à ce genre de critères, mais voilà, je tenais quand même à le préciser. Donc 23% de marge nette, en tant qu'investisseur, tant mieux. Ensuite, le ROE, le retour sur investissement des capitaux propres, c'est-à-dire du cash qu'ils ont en réserve, est de 27%, ce qui est énorme. Ça veut dire que toi, quand tu mets ton argent sur ton livret A, tu as 2%, 3% de rendement sur l'année. D'ailleurs, tu te fais battre par l'inflation. Eux ne se font pas battre par l'inflation parce qu'en moyenne, sur le cash qu'ils possèdent, ils ont un retour sur investissement de 27%, ce qui signifie tout simplement que si on divise le résultat net par le cash qu'ils ont en réserve, ils arrivent à générer un revenu, un retour sur investissement de 27% sur ce cash. Ce qui est énorme, je le rappelle. Ensuite, on a un ROA, donc un retour sur investissement, cette fois-ci pas des capitaux propres, mais des actifs, qui est de 14%. C'est énorme, mais c'est totalement justifié par le fait que les actifs soient très faibles, pardon. À titre de comparaison, on va avoir Kering qui va avoir 30 milliards d'euros d'actifs. On va avoir, pour prendre des entreprises connues, Vinci qui va avoir 96 milliards, Bouygues à 43 milliards, Euronext à 74, Ipsen à seulement 5 milliards d'euros d'actifs. Donc c'est vraiment une toute petite capitalisation par rapport à d'autres entreprises que je te présente qui font partie de mon portefeuille. Mais voilà, 5 milliards, ça n'est pas non plus une petite boîte qui peut couler du jour au lendemain. Et d'ailleurs, elle n'est pas du tout sur la pente descendante. Elle se porte extrêmement bien, comme tu as pu le voir avec la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net. Mais donc, le fait que ce soit une si petite entreprise par rapport aux autres de mon portefeuille, ça lui apporte la possibilité d'avoir un potentiel de croissance bien plus élevé. C'est d'ailleurs ce que je cherche sur cette action. Donc ça, c'était les critères vraiment fondamentaux d'analyse fondamentale de l'entreprise. Maintenant, on a les critères un petit peu plus légers, un petit peu plus simples, que tu vas très facilement comprendre, à savoir déjà la croissance du cours de l'action. Donc sur les 10 dernières années, de combien l'action s'est revalorisée. Sur donc les 10 dernières années de janvier 2013, enfin de février, oui j'ai fait l'analyse en janvier, de janvier 2013 à janvier 2023, le cours de l'action a fait plus 417%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 100 euros investis il y a 10 ans, en janvier donc 2013, si tu revendais en janvier 2023, tu aurais fait plus 417%, tu aurais donc non pas 100 euros, mais 517 euros en portefeuille. Sans compter évidemment les dividendes reçus, ceux qui représentent un petit peu plus que x5. Au niveau du PER, on est sur un PER de 10, c'est-à-dire que malgré cette croissance monstrueuse, ce x5 qui a été fait sur le cours de l'action, d'après moi, un PER de 10, c'est extrêmement bas. Savoir qu'un PER de 20, pour moi, c'est la norme, c'est la moyenne. C'est là où une entreprise est correctement évaluée. Donc là, ça veut dire que d'après moi, l'entreprise pourrait encore faire x2, qu'elle ne serait pas surévaluée, elle serait simplement égale à sa valeur intrinsèque. Donc, elle est un PER de 10 malgré ses 417% de croissance, ce qui est totalement expliqué par le fait que le résultat net a tout simplement doublé en 3 ans. C'est juste énorme. Au niveau des années consécutives de versement du dividende, ça fait 16 ans que le dividende est versé sans interruption et ça fait également 16 ans qu'il n'a pas diminué. Ça, c'est extrêmement rare et d'ailleurs, ça doit être une des seules entreprises, c'est la seule entreprise de mon portefeuille qui, depuis qu'elle a commencé à verser un dividende, donc il y a 16 ans, ne l'a jamais coupé. Oui, j'ai des entreprises qui versent un dividende dans mon portefeuille depuis 22, 23 ans, mais je n'ai pas d'entreprise qui verse son dividende depuis 23 ans et qui n'a pas diminué depuis 23 ans, par exemple. Là, en l'occurrence, c'est la seule entreprise qui, depuis qu'elle a commencé à verser son dividende, ne l'a jamais coupé et jamais diminué surtout.
Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et aujourd'hui, tu vas me dire, oui, mais peut-être que le rendement est extrêmement faible, et c'est le cas. Le rendement n'est que de 1,2% au cours actuel de l'action. Mais rappelle-toi que cette action, je t'ai dit, elle a fait plus 417%, c'est-à-dire qu'elle a fait plus que x5. Donc ça veut dire également que tu aurais pu l'acheter 5 fois moins cher qu'aujourd'hui, il y a 10 ans. Donc tu aurais un rendement 5 fois supérieur, soit un rendement de plus de 6% aujourd'hui sur ton prix d'achat. En plus de pouvoir revendre avec plus de 400% de croissance, donc 1 x 5. Donc ça pourrait être très intéressant pour toi, ça aurait pu être si tu l'avais acheté il y a 10 ans et que tu la détenais aujourd'hui. Et d'après mon analyse, d'après le fait que je pense que l'entreprise a encore un bel avenir, et d'ailleurs elle est encore en train de se développer très rapidement, je pense qu'on peut atteindre des performances similaires, peut-être moins, peut-être plus, j'en sais rien, mais en tout cas on peut atteindre de très belles performances sur les 10 prochaines années. Donc les actions Ipsen que j'achète aujourd'hui, je les achète pas pour les revendre quand elles seront à plus 5 ou plus 10% sur mon portefeuille, mais pour les garder pendant des années et peut-être même une décennie, pour tout simplement avoir un rendement beaucoup plus élevé dans quelques années. Et en plus du fait que tu aurais pu donc acheter l'action 5 fois moins cher il y a 10 ans et que depuis donc le rendement aurait augmenté forcément parce que tout simplement le rendement augmente chaque année et ton prix d'achat reste le même, tu as aujourd'hui un dividende qui augmente en moyenne de 4% par an. Le montant du dividende augmente de 4% par an. Donc si jamais, en plus de ça, tu peux réinvestir chaque année tes dividendes jusqu'au jour où tu en aies besoin, au jour où tu décides d'être rentier, donc d'en vivre, ou simplement de te dégager un complément de revenu, eh bien ça peut accélérer la machine comme pour toutes les autres actions bien évidemment. Et donc voilà pourquoi Ipsen m'intéresse, tout simplement parce que le rendement, le dividende depuis qu'il a commencé à être versé n'a jamais diminué, et ça j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai investi beaucoup plus sur des actions américaines que sur des actions françaises. Donc on a une augmentation de 4% par an du dividende, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà bien. Le rendement n'est que à 1,2%, mais la croissance du cours de l'action est tellement énorme que même si je ne comptais pas sur le dividende, j'aurais déjà une très forte croissance qui justifierait déjà le fait d'investir sur l'entreprise. Et en plus de ça, j'aime beaucoup le fait que le dividende, même s'il n'est pas très élevé, soit stable et augmente chaque année en moyenne de 4%, ce qui est pas mal du tout. Voilà donc pour mon analyse de cette entreprise. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu la connaissais parce que je te présente beaucoup d'entreprises comme LVMH, L'Oréal, Total, AXA ou encore Vinci et Bouygues que tu connais très probablement. Par contre, Ipsen, je doute que tu la connaisses ou en tout cas qu'elle soit aussi connue que les autres, tout simplement parce que l'entreprise est beaucoup plus petite. Hein. Elle est pratiquement 50 fois plus petite que Total Energy. Voilà, faut pas s'étonner que très peu de gens la connaissent. Donc n'hésite pas à me faire un retour en commentaire si jamais tu connaissais déjà cette entreprise ou même si tu investis peut-être déjà dessus. Et si jamais tu ne la connaissais pas, n'hésite pas à aller te renseigner. N'investis pas simplement sur cette entreprise parce que j'en parle dans ma vidéo et que peut-être que tu me fais confiance. Je peux, ça se trouve, te dire une bêtise absolue et dans 2-3 ans l'entreprise va couler. Je ne pense pas, sinon je n'investirai pas dessus, mais ça ne garantit pas le fait que tu dois investir dessus. Renseigne-toi bien plus que par cette simple vidéo. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardé. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu, à t'abonner si ça n'est pas encore le cas. Demain, on se retrouve pour l'analyse de l'entreprise Stellantis. C'était Florian sur ce. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.